Premier ultra grand angle de toute l'histoire de Tamron. Une focale allant de 12 à 20 mm. Une ouverture à 2.8 constante. 585 grammes, taillé pour le terrain, l'astro, mais pas que. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Donc Tamron vient de sortir un ultra grand angle, et c'est pas rien parce que c'est le tout premier de la marque dans cette catégorie. Il faut savoir que dans le secteur de l'ultra grand angle, il y a franchement pas foule. Les optiques qui descendent aussi bas en focale avec une ouverture constante à 2.8, vous les comptez sur les doigts d'une main. Donc voir un nouveau venu débarquer, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'il est dispo en monture Z, mais aussi en monture Sony. Et en ce qui me concerne, celui que j'ai entre les mains, c'est la version Z. Alors petit disclaimer, j'ai reçu cette optique en avant-première de la part de Tamron, mais ça ne change rien à ce que je vais vous dire, d'autant plus que cette optique, elle ne m'a pas été donnée, c'est uniquement un prêt, et je vais devoir la renvoyer demain après avoir tourné cette vidéo. J'ai pu tester ce 12-20 mm en montagne, sur de l'archi d'intérieur, mais aussi sur 2 shooting modes, donc autant vous dire que je l'ai poncé. Et avant de passer en revue tous les points de cet objectif, on va commencer par la vraie question. À quoi ça sert un 12-20 mm avec une ouverture constante à 2.8? Les deux premières choses qui viennent en tête quand on parle d'un ultra grand angle à 2.8, c'est l'astro et le paysage. Mais en ce qui me concerne, je ne fais pas d'astronomique et les paysages au grand angle, je dois vous avouer que ça m'ennuie un petit peu. Et c'est pas la faute d'avoir essayé, puisque j'ai amené cet objectif dans le parc national du Mercantour. Mais bon voilà, moi le grand angle en paysage, j'aime pas ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ce 12-20 mm en paysage, mais en ce qui me concerne, je vais plutôt m'amuser avec lui sur de l'archi d'intérieur, des shooting modes ou alors encore du making-of. Pour faire des photos ou des vidéos d'intérieur, 12 mm c'est juste parfait. Dans une pièce, on peut jamais se reculer autant qu'on voudrait, mais avec 12 mm, on colle le dos au mur et on a toute la pièce dans le plan. Pour de l'immobilier ou alors du repérage, cette optique c'est un banger. En mode ou portrait, on ne pense pas assez à l'ultra grand angle. Cette focale donne du mouvement et de la dynamique à vos photos, et avec elle, votre modèle va pouvoir jouer avec les 3 dimensions. Alors attention quand même de ne pas mettre le visage de votre talent en bord cadre, sinon... Mais si vous gardez votre sujet au centre, vous allez avoir des images ultra dynamiques. Mais aussi, l'utilisation que j'ai le plus avec les ultra grands angles, c'est le making-of. Sur un plateau, le 12-20, il contextualise tout. Le sujet, l'équipe, les machines, la lumière, toute l'énergie du tournage dans un seul plan. En photo comme en vidéo, c'est ce qui fait qu'un BTS respire au lieu d'être une suite de gros plans sans avoir vraiment de repères. Et tout ça avec un 2.8 constant. Ça veut dire que cet objectif ouvre de la même manière à 12 comme à 20 mm, sans jamais perdre de lumière en zoomant. Dans un intérieur mal éclairé ou sous un ciel de nuit, c'est super pratique et ça va vous éviter de venir taper dans les ISO ou de devoir changer les réglages quand on change de valeur de focale. Bref, 12-20 mm, c'est pas une focale qu'on a l'habitude de voir dans un sac photo, mais bien maîtrisée, elle permet de faire de belles images. Et en parlant de belles choses, parlons un petit peu de cet objectif, parce qu'il est beau. Avec le 12-20 mm, Tamron inaugure un nouveau design qui diffère de celui de ses autres optiques. On a ici un design plus vintage, avec des détails assumés, là où avant on avait des formes moins anguleuses. Mais vintage ne veut pas dire vieillot puisque cet objectif utilise un polycarbonate technique pour réduire le poids tout en gardant rigidité et fiabilité. Le 12-20 mm est une optique tropicalisée avec un joint au niveau de la monture et une lentille frontale avec un revêtement hydrofuge et oléofuge, ce qui permet un nettoyage plus facile et une meilleure résistance aux traces. Et ça c'est pratique parce que vu la taille de l'élément frontal, autant vous dire que vous risquez de le toucher sans le vouloir. Donc pouvoir la nettoyer facilement, c'est une bonne chose. Le 12,20 mm de Tamron en monture Z, il mesure 12,1 cm pour un diamètre de 9 cm. Et pour un ultra grand angle avec zoom, c'est quand même assez contenu, surtout avec une ouverture constante à 2.8. Je veux dire ça là, c'est quand même pas très gros. Il pèse aussi 585 grammes, ce qui n'est pas beaucoup. Ce rapport taille-poids le rend parfait pour une utilisation en randonnée, ou alors monter sur une gimbal pour tourner des plans vidéo. En utilisation à main levée, les 2 bagues de focus et de focale tombent parfaitement sous la main. Et je vais enlever ça pour vous montrer. Là, vous pouvez voir que, hop là, je peux les contrôler toutes les deux avec 2 doigts différents. C'est très rapide et très agréable. L'ergonomie de ces 2 bagues là, moi, je les trouve assez bien foutues. La bague de zoom, elle est suffisamment dure pour valider précisément sa focale.
Et celle de focus, elle est souple pour caler précisément sa zone de mise au point. Et le fait qu'elles aient toutes les deux un feeling différent fait que vous allez savoir directement au premier coup, pas coup d'œil justement, mais au premier coup de bougeage, ça veut rien dire bougeage, mais vous avez compris, bah vous allez pouvoir vite savoir laquelle vous bougez sans forcément regarder. Non vraiment, big up à Tamron pour ces deux bagues dont le feeling est très réussi. Le 12-20 mm propose aussi une troisième bague customisable placée tout à l'arrière de l'optique. Cette bague est compatible avec les boîtiers Nikon Z et vous allez pouvoir y assigner la correction d'exposition, les ISO ou l'ouverture. Cette bague propose aussi deux comportements via ce bouton. Avec lui, on peut passer d'un comportement fluide à un comportement cranté. En mode clic, la bague elle permet un retour plus net à chaque valeur modifiée. Elle offre aussi plus de résistance sans devenir dure au point d'être désagréable. En gros, avec elle, vous allez pouvoir régler beaucoup plus précisément les valeurs d'ISO, par exemple, si jamais vous l'assignez à cette bague. Niveau bouton, vous ne serez pas en reste puisque, en plus des deux qu'on a déjà vus, cet objectif vous en propose 5. On a droit au sempiternel commutateur AF-MF, couplé au bouton Focus Lock. Celui-là, il sera utile pour les vidéastes ou alors les photographes adeptes de paysages et d'astro. Ce bouton, il vous permet de verrouiller la mise au point pour éviter de la décaler par erreur. Dans la même logique, on retrouve un bouton Zoom Lock. Avec lui, vous allez pouvoir bloquer le zoom à 12 ou 20 mm pour éviter de changer de focale par inadvertance. Alors à noter quand même que ça ne bloque pas complètement la focale. Si vous activez ce bouton, ça va uniquement ajouter une butée que vous pourrez bypasser si vous mettez suffisamment de force. Et enfin, on a un bouton personnalisé placé à deux endroits différents pour être accessible à l'horizontale comme à la verticale. Ce bouton peut avoir trois fonctions distinctes grâce au commutateur juste à côté. C'est-à-dire que quand vous allez être sur la position 1, le bouton aura une fonction, mais si vous passez à 2 ou à 3, il aura une autre fonction que vous pourrez paramétrer. Et tout ça, ça se fait via l'application Tamron Lens Utility, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Qui dit photo de paysage ou astrophoto, dit filtre. Et là, si vous avez déjà eu un ultra grand angle entre les mains, vous savez que poser un filtre sur ce genre d'optique, ça peut être une vraie galère. Mais heureusement, Tamron a pensé à nous. Le 12-20 mm, il ne propose pas de vis, hop là, ici, pour venir y visser un filtre. À la place, la monture intègre un porte-filtre ici à l'arrière pour venir y insérer des filtres gélatine ou alors des feuilles à découper. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y insérer une gélatine de type ND ou soft pour l'astro, ici au cul de l'optique. Alors à ma connaissance, il n'existe pas de filtre déjà découpé à la bonne forme. Mais je me trompe peut-être, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé en vente sur internet. Et ça veut dire que vous allez devoir découper à la main votre gélatine en suivant ce gabarit, si vous êtes chez Sony, ou alors celui-là, si vous êtes chez Nikon. Alors, ça se fait, hein, moi je l'ai fait, j'ai réussi à découper un filtre pour pouvoir le tester quand même à l'arrière, mais j'espère quand même que des marques tierces sortiront des filtres directement découpés à la bonne taille, parce que déjà c'est un peu chiant à faire, mais surtout les feuilles de filtre gélatine de bonne qualité, ça coûte assez cher. Et franchement, payer entre 50 et 100 balles une énorme feuille juste pour en découper un tout petit truc à mettre là-dedans, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins on peut y mettre des filtres sans passer par une matbox. Et en vrai ça c'est pas mal parce qu'une matbox ça coûte quand même beaucoup plus cher, et des filtres à mettre sur matbox, ça coûte juste un bras en fait. Donc bon, très pratique quand même de pouvoir y mettre des filtres au cul plutôt que à l'avant. Bon, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de parler qualité optique. Et pour ça, on va commencer par des tests de mire et regarder ce que vaut le piqué. Alors il est excellent au centre, et ce, quelle que soit la focale, et même à pleine ouverture. Alors même s'il est excellent partout, je note quand même que les photos sont un petit peu plus nettes à 12 mm qu'à 20 mm. En ce qui concerne les bords, là ça se corse. On est franchement pas bon à 12 mm et avec des aberrations en pagaille et une grosse perte de piqué. Et ça reste mauvais quelle que soit l'ouverture, mais ça s'atténue un petit peu si on ferme. Ça s'améliore grandement à 20 mm, où là on est constant sur les bords, mais il reste des aberrations chromatiques et une perte de piqué. Alors oui, ces résultats sur mire, ils peuvent paraître catastrophiques, mais attention, on est ici sur des tests mire à très courte distance. Avec cette optique, Tamron a privilégié le terrain au studio, et la marque a volontairement privilégié l'équilibre qualité optique-compacité plutôt que la résolution maximale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la qualité optique sur des sujets lointains est bien meilleure que sur des sujets proches. L'objectif, il est optimisé pour le paysage et l'astrophotographie. Donc pour des sujets éloignés,
voire même très éloigné pour l'astrophoto. Et ça se voit sur les photos que j'ai pu faire en rando ou bien en extérieur. Ici, le piqué, il est net, du centre vers les bords. Donc en utilisation réelle hors studio, rien à redire. Alors oui, j'aurais aimé avoir une mire assez grande pour pouvoir faire des tests un peu plus sérieux que de juger le piqué sur une photo extérieure. Mais bon, imprimer une mire de 4 par 2 km, c'était pas évident et c'était surtout très difficile à transporter. Donc ici, mes tests de mire sont à prendre avec des pincettes et il ne faut pas s'arrêter à eux. Sur une utilisation normale, la qualité, elle est excellente. En ce qui concerne la distorsion, ça va être très rapide. Il n'y en a pas, quelle que soit la focale. Voilà, le 12-20 mm est aussi un objectif 0D, c'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs assez bluffant sur ces photos d'archi où les verticales restent verticales et ne flanchent pas. En matière de vignettage, évidemment qu'il y en a un. Il est plus prononcé en grande ouverture et reste toujours présent même quand on ferme le diaphragme. Mais là encore, ça se corrige super facilement sur Capture One, donc rien de dramatique ici. Et un truc qu'on a souvent quand on shoot en grand angle, ce sont les flares. Avec Tamron, habituellement, on en a quand même beaucoup sur leurs optiques. D'ailleurs, dans tous les tests que j'ai pu faire des autres optiques Tamron, c'était l'un des points négatifs que je disais, c'était qu'il y avait quand même beaucoup de flares assez présents. Mais ici, c'est pas le cas puisqu'ils sont discrets et esthétiques. Franchement, moi, je les aime bien. Après, les goûts et les couleurs, à ce niveau-là, c'est à vous de voir s'ils sont à votre goût et s'ils conviennent au type de photo ou de vidéo que vous ferez. Mais personnellement, je trouve que sur toute cette photo, il reste soit inexistant, soit très discret. En matière de focus briefing, là aussi ça va être super rapide, puisque il n'y en a pas, quelle que soit la focale. Donc si vous voulez utiliser cette optique en vidéo et faire un changement de focus, faites-vous plaisir. Et enfin, dernier point, l'autofocus. Alors en paysage, je n'ai rien à redire. En même temps, quel objectif a un mauvais autofocus sur des paysages, surtout en ultra grand angle? Sachant que le paysage c'est quelque chose d'immense, qui est très loin et qui ne bouge pas, je ne sais pas. Bref, en paysage, rien à redire, mais en portrait, c'est plus mitigé. Alors avant de commencer, j'ai testé ce 12-20 mm sur les Z8 et Z9, donc des boîtiers avec des autofocus assez performants. En extérieur bien éclairé, j'ai eu quelques déchets, mais rien de grave. Sur 300 photos pour cette session, j'ai dû avoir moins de 10 photos ratées. Par contre en studio, moins bien éclairé, là ça se complique. Ici, l'autofocus, il détecte bien l'œil, mais il rate plus fréquemment. Sur cette session, j'ai dû avoir 3 fois plus de ratés qu'en extérieur, et c'est dommage parce que c'est personnellement sur cette pratique que je m'amuse le plus avec le 12-20 mm. Donc l'autofocus est bon, je vais pas cracher dessus, mais il n'est pas parfait non plus, surtout sur des courtes distances. C'est-à-dire que quand vous allez shooter des étoiles à l'infini ou alors une montagne qui est située super loin, c'est véloce, il n'y a aucun problème, ça va bien accrocher. Par contre, sur des visages ou sur des modèles ou des talents qui sont un petit peu plus proches de votre optique, là, ça va être un peu plus difficile. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'objectif est compatible avec l'application Tamron Lens Utility. Pour ça, vous pourrez soit le connecter en direct à votre smartphone, soit en Bluetooth en connectant ce dongle au port USB-C. Sur l'application, vous avez 4 grandes features. La première, elle permet d'assigner des fonctions aux boutons personnalisables. Vous pourrez choisir soit LFN1 ou LFN2 qui sont dans les réglages de base de votre boîtier Nikon, soit une des fonctions mises à disposition par Tamron. Et parmi ces fonctions, il y en a une que je trouve très pratique, c'est la sélection linéaire non linéaire de la bague de focus qui permet rapidement d'adapter cette bague à un mode photo ou vidéo. Et petit tips, moi j'aime réserver le 3e slot au comportement LFN géré par mon boîtier. Ce bouton est présent sur toutes mes autres optiques et ça me sert à activer ou désactiver rapidement le mode silencieux. La seconde feature vous permettra de paramétrer la bague de mise au point. Vous pourrez sélectionner l'angle d'amplitude allant de 90 à 360 degrés, mais aussi indiquer un comportement linéaire ou non linéaire. Ces deux paramètres sont très pratiques si vous utilisez une commande de mise au point déportée en vidéo. Et la troisième feature, elle vous permettra de contrôler à distance la bague de mise au point. Donc ici, on peut carrément remplacer une commande de mise au point type Small Rig ou Nucleus. Vous allez même pouvoir zoomer virtuellement dans votre bague pour gagner en précision, ou bien utiliser la zone de gauche pour être le plus réactif possible. Et en vrai, ça pour les vidéastes, c'est franchement pas mal comme fonctionnalité. Et enfin, la dernière feature va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 3 distances de mise au point pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Vous allez aussi pouvoir paramétrer une durée de transition entre ces distances pour contrôler précisément votre plan. Et en vrai, ça peut être très pratique sur du packshot vidéo ou bien de la fiction.
Voilà, bon, rien de nouveau si vous êtes un utilisateur Tamron, hein, puisque vous devez connaître ça depuis au moins 1 an maintenant. Mais si vous découvrez la marque avec cette optique, ben je pense que vous allez kiffer cette application. Bon, maintenant on arrive sur ce qui est pour moi le vrai terrain de jeu de cette optique. Le 12-20 mm, il met au point à seulement 18 cm à 12 mm et 28 cm à 20 mm. Alors attention, hein, ces 18 cm, c'est mesuré depuis le capteur et pas depuis le bout de l'objectif. Donc dans les faits, une fois qu'on enlève la longueur de l'optique, il ne reste que quelques centimètres entre la lentille frontale et le sujet. Et là, ça devient intéressant parce que vous pourrez vous approcher à fond d'un sujet pour qu'il devienne énorme dans votre cadre. Et grand angle oblige, le décor s'étire en fond pour rester ultra présent. Vous avez le sujet qui vous saute à la gueule et le contexte en entier dans la même image. Ce grand écart entre un premier plan géant et un arrière-plan qui file au loin, c'est un effet que seul un ultra grand angle capable de mettre au point aussi près peut vous donner. Un tel objectif, il écrase les plans. Là, c'est l'inverse. On exagère la profondeur. Et franchement, moi, c'est exactement pour ce genre de plan que cette focale, elle m'éclate le plus. Parce que bon, faire des paysages au 12 mm, bon, c'est rigolo, hein, mais au 12 mm, vos montagnes, elles ont l'air toutes petites. Enfin, moi, sur cette photo, il y avait un ravin immense dans la vallée. J'ai pris la photo, le ravin immense, on dirait une lézarde dans le sol. Enfin, c'est ridicule. Alors que si vous utilisez ce 12-20 mm bah, pour faire du portrait, par exemple, ou alors pour avoir un sujet en premier plan, bah là, vous allez commencer à sortir des sentiers battus et cet objectif va devenir un vrai outil créatif. Et pas juste un grand angle en paysage. Bah, il est très bien en grand angle en paysage, hein, aucun souci, hein, mais vous pouvez faire un petit peu plus avec cet objectif. Bon, forcément, quand on parle d'un ultra grand angle 2.8 en monture Z, il y a une référence qui vient tout de suite en tête, hein, c'est le Nikkor 14-24 mm f2.8 S-Line. Et il est là d'ailleurs. Hop. Je l'ai ici. Et là, forcément, vous allez me dire, bah Nico, si on les compare, qu'est-ce que ça dit? Côté encombrement, bon, je pense que ça se voit, hein, ils jouent dans la même cour. Le Nikon fait 88,5 mm de diamètre pour 124,5 mm de long, et le Tamron, lui, fait 90 mm pour 121 mm. Autant dire la même chose. Sauf que le Tamron est plus léger, avec 585 grammes contre 650 pour le Nikon. Alors c'est pas énorme, hein, mais dans un sac de rando ou au bout d'une gimbal, ben chaque gramme compte. Là où le Tamron marque un vrai point, c'est sur la focale. Il descend à 12 mm, là où Nikon s'arrête à 14 mm. Et croyez-moi, entre 12 et 14 mm, il y a un monde. Ces deux petits millimètres, ils vous ouvrent l'angle de champ d'un cran, et sur un plan large ou en intérieur, ça change tout. Côté filtre, les deux fonctionnent pareil. On a droit à un porte-gélatine à l'arrière. Mais le Nikon a un petit plus puisqu'il accepte aussi des filtres vissants 112 mm à l'avant avec son pare-soleil. On peut donc adapter un filtre CPL sur le Nikon, là où ce sera impossible sur le Tamron. Puisque oui, hein, avec des filtres en gélatine, on ne peut pas tourner, ce qui veut dire que dès que vous voulez avoir un filtre circulaire, ben c'est pas possible avec le Tamron. Ou alors il faudra passer par une matte-box avec un pas de filtre intégré. Mais surtout, là où ces deux optiques diffèrent le plus, c'est le prix. Le 12-20 mm 2.8 de Tamron, il est vendu 1699 € pour la monture de Sony et 1799 € pour la monture Z. Alors oui, il est plus cher de 100 balles sur Nikon, sûrement parce qu'il est meilleur. Bon, blague mise à part, hein, 1800 balles pour un 12-20 mm en 2.8 constant avec une telle qualité optique et de fabrication, bah c'est vraiment pas cher. À titre de comparaison, le 14-24 mm 2.8 de Nikon, il est lui vendu à 2800 €, soit 1000 € de plus. Et ça fait quand même une sacrée différence. Surtout que le Tamron, il est vendu avec un tissu de transport. Et il est où ce tissu de transport? Faut que je vous le montre. Faut que je vous le montre parce qu'il est génial. Hop, ça y est, je l'ai trouvé. Il est là. Hop. Alors, ce tissu, je vais y passer un petit peu de temps parce que ça, c'est génial. Alors, c'est une sorte de tissu auto-scratchant, c'est-à-dire que quand vous le touchez, là, comme ça, bam, voilà, il vient se scratcher tout seul. Et c'est un tissu qui va venir protéger votre matériel. C'est-à-dire que, hop là, je viens, je le place comme ça, tac. Et là, en fait, bah voilà, j'ai mon matos qui est protégé. Et surtout, là, comme vous pouvez le voir, ça tient tout seul, quoi. Ça bouge pas. Hop là. C'est juste génial. Alors, moi, ce genre de tissu, j'en ai déjà. Hein. Je ne l'ai pas découvert avec Tamron. Il y a une autre marque qui fait ça, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Je vous le mettrai en commentaire. Tous mes objectifs sont protégés par ces tissus-là. C'est un accessoire que j'achète et je trouve ça génial que Tamron nous en propose un de base parce que bah, déjà, ça va vous faire des économies. Vous n'aurez pas à l'acheter en plus. Et surtout, c'est tellement plus qualitatif que les espèces de vieux tissus que nous file Nikon là, avec leurs objectifs qui sont vraiment pas ouf. Enfin...
Je vais pas en parler parce que vraiment c'est pas incroyable. Mais vraiment, moi là, ce tissu que Tamron nous file avec leur optique, je trouve ça génial de leur part. Et vraiment big up, hein. Je passe un petit peu de temps là-dessus parce que vraiment, ces tissus-là, pour protéger vos optiques dans un sac, surtout en rando, hein, parce qu'en rando, souvent, on va mettre pas mal d'objectifs ou pas mal de boîtiers dans un sac et ça peut bouger, ça peut surtout se mélanger. Enfin, souvent, on n'a pas une super organisation, hein, dans un sac de rando. Donc, avoir un petit tissu comme ça pour le protéger, c'est juste génial. Tamron, merci. Et toutes les autres marques concurrentes, inspirez-vous de ça. Faites pareil. Bon alors, je vais arrêter de délirer sur ce tissu et il est temps de conclure. Qu'est-ce que j'en pense de ce 12-20 mm? Franchement, Tamron a réussi un truc que je trouve assez fort, c'est qu'ils ont démocratisé l'ultra grand angle avec zoom à 2.8 constant. Pendant des années, l'ultra grand angle 2.8 en plein format, c'était un délire réservé à ceux qui pouvaient lâcher 2800 balles. Et 2800 balles pour une optique qui est assez difficile à rentabiliser, hein. Donc pour des gens assez fortunés ou alors pour des gens qui avaient un secteur niche. Là, pour 1000 € de moins, vous avez une optique qui joue dans la même cour côté taille, poids et fabrication, et qui va même plus large avec ses 12 mm et qui tient largement la route sur le terrain. Perso, cette focale, je l'adore pour shooter des modèles et avoir des images ultra dynamiques tout en gardant une belle contextualisation. Vraiment, moi, ce rendu, je le surkiffe. En architecture aussi, le fait de n'avoir aucune distorsion des verticales, c'est banger. Ne pas avoir d'effet fisheye à 12 mm, ça fait quand même son petit effet. Bon, par contre, et même si j'adore son rendu, cette optique, elle n'est pas parfaite. Sur mire, les bords à 12 mm, c'est pas la fête, et si vous cherchez la perfection du centre au coin à courte distance, faudra regarder ailleurs. Mais soyons clairs, Tamron a fait un choix. Ils ont préféré une optique compacte, légère, optimisée pour l'infini et le terrain, plutôt qu'une bête de concours qui coûte un bras. Et je dois avouer que je ne vois pas de cas de figure où il faudrait des bords clean à 4 cm de distance de votre optique. Donc en fait pour moi ce choix il est parfaitement justifié. On a aussi un autofocus qui a des ratés en portrait ou sur des sujets en low light, mais rien de dramatique non plus. Ça reste parfaitement utilisable. Après, faut être honnête jusqu'au bout, un 12-20 mm, c'est une focale de niche. C'est pas l'objectif que vous allez sortir tous les jours et c'est clairement pas le plus facile à rentabiliser. Enfin, en photo, hein, parce que en vidéo, ça s'utilise beaucoup plus, je trouve. Moi, j'ai quand même pas mal poncé les ultra grands angles en publicité, parce que, voilà, hein, ça contextualise et ça donne un côté American fuckier. En fait, avant la sortie de ce Tamron, on n'avait que deux choix. Le premier, c'était le 14-24 mm 2.8 de Nikon à 2800 €, donc une optique certes excellente, mais excessivement chère. Excessivement cher en accessoires aussi, hein, parce que j'en ai pas encore fait le test sur la chaîne, mais ça va arriver. Et vous allez voir qu'il faut être assez fortuné pour l'utiliser. Ou alors, la seconde solution, c'était les optiques ultra grand angle fixes, cette fois-ci, d'autres marques tierces à 1000 € ou moins. Mais là, pour posséder le Laowa 10 mm 0G, franchement, la qualité optique de ce genre d'objectif, elle laisse clairement à désirer. Jamais je sortirai mon Laowa sur une prod sérieuse, hein, il est beaucoup trop dégueulasse. Il est rigolo, hein, mais il est dégueulasse. Et justement, c'est là tout l'intérêt de ce Tamron. Avant, pour avoir un ultra grand angle en 2.8 constant, fallait vraiment en avoir l'utilité pour justifier le prix, hein. Parce qu'en 14-24 mm 2.8 de chez Nikon, ça fait quand même un caprice à 2800 €. Ça fait cher le caprice. Mais grâce à Tamron, l'ultra grand angle avec une bonne qualité optique devient assez abordable pour que vous puissiez vous faire plaisir, même si vous ne l'utilisez pas 300 jours par an. Et si en plus vous en avez une utilisation pro, là la rentabilité de cet objectif, elle va arriver beaucoup plus rapidement. Bref, si vous êtes chez Sony ou chez Nikon et que l'ultra grand angle vous fait de l'œil sans que vous vouliez vous ruiner, c'est clairement une optique à mettre sur votre liste. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous connaissez le drill, pouce bleu, abonnement et on se retrouve bientôt pour manger du poulet. Bonsoir, Comment ça va monsieur Moré? Est-ce que vous avez apprécié la lumière? J'ai chaud. Tu as chaud? Je veux aller me baigner. On est en pleine canicule. Que dit le code du travail à propos de la température maximum autorisée pour les travailleurs?